Mission du FMI au Mali pour évaluer la gestion des finances publiques, constat des faiblesses mais également des avancées à suivre dans ce journal. Ils ont quitté Bamako cet après-midi pour la Mecque. 5000 km à parcourir pendant 6 heures par ces pèlerins du premier convoi de la filière gouvernementale. Éducation des enfants, sujet qui taraude les uns et les autres. Qui est responsable de la déperdition? On se jette la responsabilité. Nyanya Alou Traoré est allé enquêter sur la question. Et puis les sports, éliminatoire Khan Calais, le Mali joue demain ici à Bamako contre la Tunisie. Les nôtres sont décidés à faire le plein à domicile, leur dernière mise en jambe avec Aldouma à Tinan. Voilà le visage de l'actualité ce soir sur l'ORTM. Bienvenue, mesdames et messieurs. Bonsoir. Le président de la République regagne Bamako ce soir même. Après une visite de 5 jours en Chine, Ibrahim Boubacar Keïta a, au cours de cette visite, rencontré les Maliens de Chine au centre des échanges, les conditions de vie de nos compatriotes et la situation politico-sécuritaire du pays. Les Maliens de Chine disent être confrontés à des problèmes d'obtention de visas, de rapatriement des corps. La situation des étudiants stagiaires, Ibeka a pris bonne note de leurs doléances avant de les rassurer sur l'évolution de la situation politico-sécuritaire du pays. Et compte tenu des acquis de cette visite du président de la République en Chine, la majorité présidentielle a décidé de lui réserver un accueil chaleureux à l'aéroport international de Bamako-Sénou ce soir. A rappelé que l'avion présidentiel atterrit ici à Bamako tout à l'heure à 20h30. Une mission du Fonds monétaire international séjourne actuellement au Mali. Elle évalue avec le gouvernement la gestion des finances publiques. Le but est de faire face aux faiblesses constatées dans la réglementation des finances. À ce jour, les progrès sont signalés par la délégation reçue hier à la primature. Ibrahim Traoré. Au premier semestre de 2014, quelques failles ont été révélées dans la gestion des finances publiques, ce qui a abouti à un gel momentané du décaissement au niveau du FMI. C'est justement pour évaluer les faiblesses constatées qu'une mission de l'institution financière séjourne au Mali. Elle prend connaissance des mesures mises en chantier par le gouvernement pour faire face à la situation. Le chef de la délégation apprécie d'ores et déjà les progrès réalisés. Nous sommes là justement pour discuter de ces progrès. Dans une quinzaine de jours, quand la mission tiendra à sa fin, nous aurons l'occasion ensemble de faire état d'où nous nous retrouvons. Que je peux dire aujourd'hui, c'est que la coopération entre le FMI et le Mali est très étroite. Les problèmes auxquels le Mali fait face sont importants. L'urgence est là. Le FMI est là pour aider au gouvernement du Mali pour trouver des solutions. Le ministre de l'économie et des finances rassure que le gouvernement maintient le cap. À ce jour, la mobilisation des ressources internes reste une priorité pour assurer les dépenses publiques et améliorer le cadre macroéconomique. On a mis en chantier ce à quoi on s'était engagé. Maintenant, on est là pour en faire l'évaluation et s'assurer sur comment on projette. Donc, entre-temps, il fallait s'organiser et puis financer les dépenses publiques. Grâce à Dieu, les finances publiques ont suivi. Donc, on a pu payer les salaires, faire les dépenses essentielles de l'État et les dépenses prioritaires aussi. Donc, nous pensons que plus on avance dans l'année, on a besoin quand même de parvenir à un arrangement qui puisse nous permettre de renouer avec les décaissements en matière d'appui budgétaire général et spécifiques qui sont tous liés aussi un peu aux résultats de ce que nous faisons comme travail pour améliorer le cadre macroéconomique. Les finances publiques se portent bien ce jour? Pas mal. Pas mal, et je pense que vous pouvez le constater parce que en termes d'appui budgétaire, on n'a rien reçu depuis et c'est les finances publiques, la fiscalité et autres droits et taxes qui permettent quand même de couvrir les charges de l'État. Même s'il est vrai, et ça il faut le dire, que les projets d'investissement ne se sont jamais arrêtés, quels que soient les bailleurs, ils ont continué avec les projets d'investissement. C'est l'investissement dans le budget directement ou à travers des secteurs qui avaient été gelés. Donc on est là pour vraiment essayer de remédier à ça et puis maintenant je pense qu'à la fin de la mission on aura l'occasion de vous dire ce qu'il en est sorti. La délégation du FMI travaillera au Mali pendant 15 jours. Elle discutera avec le gouvernement des mesures à prendre pour que les faiblesses constatées ne se reproduisent plus.
L'association SOS Hépatite Mali, pour des raisons de calendrier, a célébré aujourd'hui la Journée mondiale contre l'hépatite, un événement commémoré le 28 juin de chaque année. Le dépistage, les modes de transmission et de traitement de cette maladie ont été largement expliqués au cours de cette journée. Les hépatites virales, une gangrène qui mine la jeunesse malienne, on annonce un taux de prévalence de 54,6% chez ce groupe cible. Ramata Konaté. La fréquence de l'hépatite virale au Mali, les maladies qu'elle provoque, le renforcement de la prévention et du dépistage, les modes de transmission, voilà les sujets évoqués au cours de cette journée. Le thème national de SOS Hépatite Mali est « Réfléchissons à nouveau et agissons », car 54,6% des jeunes de 20 à 30 ans sont déjà infectés par le virus de l'hépatite B. C'est un appel à la lutte contre l'hépatite virale sous toutes ses formes, une maladie qui occasionne environ 1 400 000 décès chaque année selon l'OMS. L'hépatite peut provoquer la cirrhose ou le cancer du foie. Alors, question, comment peut-on contracter cette maladie? L'hépatite B est considérée comme le plus contagieux et s'attrape par différentes voies, notamment la voie iatrogène, c'est-à-dire en milieu médical, par transfusion sanguine, par les soins dentaires, par la chirurgie, par les explorations invasives. S'attrape également par piqûre accidentelle par un instrument souillé, par les relations sexuelles non protégées et enfin par la transmission de la mère à l'enfant, surtout lors de l'accouchement. 18 millions d'habitants de la région africaine sont atteints d'hépatite C chronique. Malheureusement, la plupart des personnes atteintes d'hépatite virale chronique ne sont pas conscientes de leur infection et par conséquent ne reçoivent pas un traitement approprié. Autre préoccupation soulevée au cours de cette journée, le coût du traitement de l'hépatite, estimé à près de 10 millions de francs CFA, selon la présidente de l'association SOS Hépatite Mali. Une somme qui reste hors de portée pour bon nombre de Maliens. Et puis les rideaux qui sont tombés cet après-midi au CICB sur les travaux de Campus International 2014. Cette rencontre a permis aux avocats francophones d'Afrique et de France d'échanger sur les pratiques du métier, les droits des affaires, l'arbitrage, entre autres. Un reportage de Nuhu Sissoko. Campus International est un espace qui répond à la vocation de l'ordre d'accompagner les avocats du barreau de Paris dans leur ouverture à de nouveaux marchés. Le choix du Mali pour la tenue de l'édition 2014 trouve sa justification dans le processus de reconstruction en cours. Depuis 4 jours, les tribunaux au Mali ont été fermés pour nous laisser la possibilité de nous réunir et de travailler ensemble pour aller dans le sens d'une justice meilleure, d'une justice constructive et d'une justice qui apportera au Mali et en Afrique, j'en suis persuadé, à la fois la réconciliation et puis enfin une croissance et un développement du pays. C'est des sujets intéressants qui touchent aux droits des affaires, aux droits des entreprises, et au redressement des entreprises et à tous les sujets techniques qui nous permettent d'assister nos clients. Pour le ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux, cette rencontre internationale doit permettre de contribuer au respect du droit dans notre pays. Nous sommes tous des usagers du droit et dans l'usage qu'on doit faire du droit, ce qui compte, c'est le respect du droit. Ce qui compte, c'est l'application réelle et l'application neutre du droit. Ce qui compte, c'est que la règle de droit trouve son sens et sa signification telle que le législateur l'a voulu pour régler les contentieux sociaux, pour régler les différends sociaux et pour régler les différentes situations qui se présentent devant elle. Près de 500 professionnels du droit et des acteurs du monde des affaires ont pris part à ces 4 journées d'échange. Une convention a été signée entre les barreaux français et maliens pour permettre aux avocats des deux parties de venir travailler chez l'autre. Le ministre du Développement rural a rencontré les responsables de l'OHVN, l'OPIB, l'ODR, les directeurs régionaux du district de Bamako et de la région des Koulikoro. C'était hier vendredi dans la salle de conférence du gouvernorat de Koulikoro. Au menu de la rencontre, identifier la part de chaque structure dans le plan de campagne 2014-2015. Nos envoyés spéciaux, Ibrahim Tchokari, Adama Kamara.
La présence des mêmes services d'encadrement sur les mêmes sites et auprès des mêmes paysans, cela pose quelques problèmes de chevauchement. Malgré les concertations entre responsables, il s'est avéré nécessaire de créer une véritable synergie d'action entre toutes les structures. Et c'est à cela que le ministre du Développement rural a engagé les uns et les autres après des débats riches. On a effectivement dénoté qu'il y a des cas de chevauchement. Des cas de chevauchement, donc de superposition des zones d'intervention et donc de multiplication vraiment donc des moyens d'intervention. Et dans ce genre de choses, il y a forcément des frustrations, il y a forcément des incompréhensions. Donc comment en tant que cadre du ministère du Développement rural et dans l'esprit d'équipe, parce que c'est sur lequel nous avons mis beaucoup d'accent, nous sommes une équipe, nous ne sommes pas deux, nous ne sommes pas plusieurs équipes, nous avons été assez clairs. La mission d'harmonisation des interventions, de création de synergies entre les différentes interventions est la nôtre. L'objectif recherché par le plan de campagne consolidé et harmonisé est d'assurer l'efficacité dans l'encadrement en vue d'améliorer la production et la productivité agricole. Que chacun fasse montre d'une grande expertise dans son domaine de compétences. Et dans chaque sous-secteur, ou bien pour chaque sous-secteur, nous avons des objectifs de campagne. Objectifs nationaux, objectifs régionaux, objectifs par cercle, objectifs communaux. Que chacun ait une conscience aiguë vraiment de ces objectifs-là et que chacun se serre la ceinture. L'exercice a consisté à libérer la parole pour soulever les problèmes, connaître les types d'intervention de chaque structure, d'encadrement et de localiser les zones d'intervention de chaque service. Activité gouvernementale encore en mission en 6e région. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mahaman Babi, s'est rendu dans les services relevant de son département, l'ANPE, le FAPA, la Direction du Travail et l'APEJ. Une véritable immersion dans les conditions de travail de ces structures. Le ministre Babi est au micro de notre correspondant permanent, Adama Djimde. L'objectif de ma visite, c'est de prendre contact avec les structures relevantes du département de l'emploi et de la formation professionnelle, de voir depuis notre dernière visite au mois de mai ce qui a pu se passer en termes d'activité, aussi de donner de nouvelles orientations par rapport à ce qui doit être fait. Sur le terrain, qu'est-ce que vous avez constaté de façon pratique ? Bon, de façon pratique, j'ai vu qu'il y a eu des avancées quand même parce que les salles vides que j'ai trouvées sont déjà équipées pour la plupart. C'est vrai qu'il y a du personnel qui n'est pas encore de retour. On va prendre les dispositions pour que cela se fasse le plus tôt possible. Bon, l'équipement c'est fait, le matériel roulant aussi c'est un problème. Donc on va voir comment on peut aider ces structures régionales à pouvoir travailler dans les conditions optimales. Par rapport aux activités HMO, un certain nombre de jeunes ont bénéficié de ces activités. Le programme apparemment s'achève. Est-ce qu'il y aura une continuité pour que les jeunes de la région puissent en bénéficier? C'est vrai que dans l'urgence, on a fait les travaux IMO et ils vont se poursuivre. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir se mettre maintenant sur les projets de longue durée pour permettre aux jeunes qui sont revenus de pouvoir se fixer ici, de se mettre à leur propre compte ou de travailler pour quelqu'un. C'est vraiment ça l'idée. Maintenant, on sort un peu de l'urgence, on essaie de voir ce qu'on peut faire en termes de projets générateurs de revenus. On va encourager ces activités-là pour les jeunes filles et pour les jeunes hommes aussi. Voilà, le ministre de la formation professionnelle, Mahaman Babi, qui boucle ainsi un séjour en 6e région. Il répondait aux questions de Adama Djimde, 17 500 000 francs CFA. C'est le coût du projet de renforcement de la gouvernance locale pour l'ancrage de la démocratie à la base au Mali. Ce projet, qui vient d'être lancé à Gao, est au profit des chefs de village, de quartier, des leaders coutumiers et religieux, ainsi que les responsables de femmes et de jeunes des communes de Gao et Sonia Lebert. C'est une initiative de l'ONG dénommée Association Nouvelle Initiative Mali, correspondante de Boubacar Bablé Touré. Ce projet qui vient d'être lancé à Gao vise à contribuer à l'approfondissement de la gouvernance locale fondée sur le dialogue, la paix et la réconciliation. Pour atteindre cet objectif, l'ONG Ani Mali, Association Nouvelle Initiative Mali, veut renforcer la gouvernance locale pour l'ancrage de la démocratie à la base dans notre pays. Les acteurs de développement à la base, que sont les chefs de village et de quartier,
Les chefs religieux et coutumiers, les leaders d'opinion, femmes et jeunes des communes de Gao et de Soni Alibert sont les premiers concernés. Le rejet en Mali se veut comme objectif de améliorer la perception et l'appréciation que les chefs de village, les organisations des femmes et des jeunes ont de leur rôle dans la démocratie. Renforcer la capacité des chefs de village et quartiers, des associations des femmes et des jeunes à jouer un rôle dans la gestion des affaires de la collectivité. Les bénéficiaires ont mis cette journée de lancement à profit pour échanger sur des questions relatives à la décentralisation et gouvernance démocratique, cas du Nord, la place des chefs de village dans cette décentralisation, le plaidoyer et technique de gestion des conflits, entre autres. L'administration au niveau local demeure convaincue de la volonté et de la capacité des bénéficiaires à saisir l'opportunité qui vous est ainsi offerte et à s'impliquer fortement dans la mise en œuvre de ce projet afin que les résultats attendus soient largement atteints. Ce projet, qui durera 10 mois, est financé par la Fondation nationale pour la démocratie à hauteur de 17 500 000 francs CFA. À Sikasso, l'opération de retour volontaire des personnes déplacées internes de région nord vivant dans la capitale du Kénédougou se poursuit. Un deuxième convoi de 5 bus a pris le départ ce jeudi au stade municipal de Sikasso. Nous faisons le point avec Daouda Diakité. Ils sont 186 ménages, dont 119 pour la ville de Sikasso et 55 de Koutiala, concernés par ce deuxième convoi de retour volontaire au Bercail. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'exécution du vaste programme du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. À travers cette opération, les plus hautes autorités du Mali répondent ainsi aux vœux exprimés par nos compatriotes, sévrés de leur terroir du fait de la crise de 2012. Nous ne pouvons que les remercier et rendre grâce à Dieu, dira le président du collectif des ressortissants du nord de Sikasso, Abdoulaye Touré. Et les autorités régionales de saluer les populations du Kénédougou pour l'hospitalité dont elles ont fait montre à l'égard de leurs frères du Nord. A signalé que les 186 ménages recevront chacun 45 000 francs CFA à l'arrivée, offerts par l'Organisation internationale des migrations. Le Salon international des technologies de l'information et de la communication CITIC se poursuit à N'Djamena et une rencontre sur les défis pour les radios-télévisions africaines s'est ouverte hier. Les lignes directrices de l'Union internationale des télécommunications ont été également évoquées. La rencontre est initiée par le réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone, RAPAF. Nos envois spéciaux à N'Djamena, Moussa Fane et Samba Dagamaïsa. Le 17 juin 2015, c'est la date butoir du tout numérique, c'est-à-dire le passage à la diffusion numérique. C'est une transition qui affectera à la fois les diffuseurs et les téléspectateurs. L'Afrique francophone se prépare pour ce changement sans précédent dans le paysage audiovisuel. Cette rencontre se tient dans la capitale tchadienne, en marge du Salon international de technologie et de la communication. D'ici à 2015, toutes les radios, toutes les télévisions doivent avoir changé leur infrastructure pour épouser la nouvelle technologie. Et je me suis laissé dire que l'ORTM est déjà d'un certain point de vue en avance et que la deuxième chaîne de télévision de votre pays fonctionne déjà sur ce mode-là. Non, les pays africains ne sont pas prêts parce que ce n'est pas un travail facile. C'est une nouvelle technologie. Vous allez parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train d'apprendre à connaître et on vous fixe une date, on dit qu'il faut faire vite. Évidemment, on est en train d'essayer de faire, mais ce n'est pas facile. La rencontre offre l'opportunité aux États africains d'identifier les moyens et de déterminer la politique à mener en vue d'une migration réussie vers le numérique. Un certain nombre d'opérateurs techniques sont d'ores et déjà présents sur le continent africain. Les négociations sont bien engagées concernant les infrastructures techniques et il y a même un certain nombre d'accords qui ont été trouvés. Donc maintenant, reste à développer, reste à mettre en place le réseau. Les technologies de l'information et de la communication sont les technologies qui vont structurer l'économie, la société, la culture dans nos pays, tous les pays du monde dans l'avenir. Donc c'est un moment important pour s'asseoir, voir, sentir les problèmes, appréhender les solutions et aller mettre de l'ordre chez soi.
Au cours de ces salons, le président de la République du Tchad a posé la première pierre du Centre africain des technologies et de l'information. Financé à hauteur de 60 milliards de francs CFA, ce centre accueillera les étudiants africains dans les domaines des nouvelles technologies. Dans la mouvance de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, l'Union des forces démocratiques pour le progrès fait un diagnostic de la situation au Mali. C'était au cours d'une rencontre à laquelle ont pris part plusieurs responsables du système éducatif, au nombre desquels les anciens ministres Aluseni Touré. La lutte contre l'analphabétisme passe inéluctablement par la promotion de nos langues nationales. Telle est la conviction du colonel Youssouf Traoré, président de l'IFDP. L'État lui seul ne peut s'occuper de la question, d'où un appel à ses frères et sœurs des partis politiques ainsi qu'à la société civile pour prendre en charge la question de l'analphabétisme. À l'IFDP, nous pensons que les langues nationales constituent un patrimoine culturel national et qu'elles appartiennent avant tout aux populations qui les utilisent dans tous les actes de la vie quotidienne. Par notre intelligence, nous devrions être capables de mobiliser les populations pour la cause des langues, de les engager dans le combat en vue d'écourter autant que possible la vie de l'analphabétisme dans notre pays. En termes clairs, il faut débureaucratiser le projet. En cette circonstance, le Présidium s'est enrichi de 4 anciens ministres qui ont occupé le portefeuille de l'éducation. Tous ont donné des avis d'experts sur la question et ont largement déploré l'absence de courage politique au niveau des différents exécutifs. Aussi, plusieurs expériences en la matière ont été vouées à l'échec. L'occasion fut bonne pour le colonel Youssouf Traoré de rendre hommage à ses collègues anciens ministres pour avoir tenté des réformes courageuses et des expériences pilotes. Transition toute trouvée pour parler justement de l'éducation des enfants au Mali. La question serait en passe de devenir un véritable problème de société. Et lorsque vous allez à la rencontre des populations, c'est plutôt le sentiment de désarroi des parents qui vous envahit, un constat qui se dégage de cette enquête menée par Nyanya Elou Traoré. Et si tous sont d'accord que le mal existe, les divergences apparaissent lorsque vous tentez de situer les responsabilités. Personne ne voulant porter le chapeau, ce qui fait que la question de l'éducation des enfants au Mali reste une énigme dans un dilemme. En Afrique, la tradition tient une place prépondérante dans la vie de tous les jours, particulièrement dans l'éducation des enfants. Mon père m'a dit je ne fais pas de bêtises à l'école. À la maison aussi, je ne fais pas de bêtises. Les parents sont les premiers garants de cette éducation. Nombreux sont les Bamakois qui reconnaissent aujourd'hui que les jeunes n'ont plus de respect pour leurs parents et leurs aînés. Aujourd'hui, les enfants, l'éducation est nulle. Ça ne va pas. Pour nos interlocuteurs, la faute incombe aux parents. Les parents ont délaissé et puis avec les films là, vraiment, c'est devenu un problème. Les enfants n'attendent plus. Les parents démissionnent carrément. Dans notre quartier ici, là, ça ne va pas du tout. Ils se droguent et ils prennent de l'alcool aussi. Pas les parents seulement, c'est l'autorité même. La solution est très très difficile maintenant. Il faut faire beaucoup de pression à la maison maintenant. Mais dans 10 ans, vraiment, ça fera catastrophique. Cet étudiant coupe la poire en deux. Il attribue la responsabilité autant aux parents qu'aux jeunes. Je dirais que la majorité des enfants ne sont pas bien éduqués. Le niveau d'éducation au Mali ici est trop bas. La faute n'est pas seulement au niveau des jeunes, mais il y a aussi la part des parents. Je dirais que les parents ne jouent pas pleinement leur rôle. C'est la communication qui manque entre les parents et les enfants. D'autres pointent du doigt la télévision. Selon eux, les jeunes prennent pour de l'argent comptant les feuilletons et séries qui ont pris d'assaut les chaînes de télévision. Ils invitent la jeunesse à suivre le progrès, mais en gardant un œil sur les us et coutumes. Et c'est parti pour le pèlerinage 2014. Le premier convoi de la filière gouvernementale a quitté Bamako cet après-midi pour la Mecque. Ils sont au total 500 hommes et femmes dans ce vol à parcourir plus de 5000 km pendant 6 heures. Le ministre des Affaires religieuses et du culte était au bas de la passerelle pour saluer leur départ. Alpha Mega, lui, était présent pour moi l'actualité. Il est 15h16 ce samedi. Le Boeing 747-400 de Nasser Al-Madina quitte la piste de Bamako-Sénou. Pendant 6h15 de vol, se trouvent à son bord 500 pèlerins. Ils vont parcourir plus de 5000 km avant d'arriver à destination. Je vais à la Mecque.
ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Je veux que vraiment tous les Maliens fassent de bénédictions pour que la paix revienne au Mali. On était là depuis ce matin, depuis 5 heures du matin. Mais tout ça, c'est l'effet de Dieu. C'est le principe du Hajj. Ça commence par ça. Le ministre en charge des affaires religieuses, en compagnie d'une forte délégation, est venu donner au revoir au futur Al-Hajj et Hadja, édition 2014. Voir les premiers pèlerins maliens embarqués pour la Terre Sainte, c'est tout un honneur, tout un plaisir. La première des preuves concrètes a été la baisse du coût. Alors donc le reste, c'est toute une équipe à renforcer médicalement au plan de la présence de l'encadrement féminin avec une personne expérimentée. Auparavant, les pèlerins étaient à la maison du Hajj. Ils ont rempli les formalités administratives sous le regard des forces de sécurité. Je réponds à l'appel du bon Dieu. Allahumma labbaïk Allahumma. L'islam est une religion de tolérance. L'islam accepte d'autres aussi qui ne sont pas de l'islam. Et quand nous formulons nos vœux, il faudrait formuler les vœux pour tout le monde. Prions pour la paix au Mali, nous le ferons une fois arrivés à la Mecque. Il est attendu dans les jours à venir d'autres pèlerins. Bon voyage et bon pèlerinage et la suite du programme des vols de départ des pèlerins de la filiale gouvernementale campagne 2014. Vous avez donc vu tout à l'heure le premier convoi et demain donc dimanche 14 septembre 2014, c'est le deuxième avion qui s'envolera pour la Mecque. Convocation à la maison du Hajj à 7 heures. Le décollage de l'avion est prévu pour 11h45. Préparatif de la 10e Assemblée Générale de l'Union des parlementaires de la Conférence islamique UPCI. C'est prévu ici en janvier prochain au Mali. Les contacts préliminaires pour la réussite de l'événement se poursuivent également. La commission d'organisation du sommet a rencontré cette semaine les chefs coutumiers des familles fondatrices de Bamako. Fademba Keita. Après les leaders spirituels musulmans du Mali, c'est au tour des chefs coutumiers des familles fondatrices de Bamako de recevoir la délégation de la commission d'organisation de l'Union des parlements de la conférence islamique IPCI. Pour le président de la commission, les conseils de ces chefs sont un atout pour la réussite de cette 10e assemblée prévue en 2015 au Mali. Bamako ne saurait abriter cette conférence sans la bénédiction et l'accompagnement des familles fondatrices et qui sont les dépositaires des pouvoirs coutumiers de la ville. Nous sommes dans une démarche qui est continuelle et qui vise à impliquer toutes les couches de la société musulmane et religieuse de façon générale. Le porte-parole des chefs coutumiers de Nyarela, Bagadadji et Dravela estime que ce sommet sera non seulement l'occasion de solliciter l'appui des pays de l'organisation de la conférence islamique pour la résolution des différentes crises que traverse le Mali, mais aussi de contribuer à la promotion de la religion qu'ils partagent. Nous avons dit aussi tantôt qu'il faudra quand même travailler avec les leaders religieux parce qu'eux, ils communiquent mieux avec le grand public. Maintenant, comment faire ? Ces démarches préliminaires devront contribuer à la réussite de la 10e Assemblée des députés membres de la conférence islamique. Les institutions de la République, les associations et groupements du pays, de l'intérieur et de l'extérieur seront les prochaines étapes de la série de prises de contact. Et nous repartons pour l'actualité régionale avec la réalisation d'un centre de santé communautaire à Bokuéré dans le secteur de Massina. Nous sommes dans la région de Ségou. Les bâtiments inaugurés cette semaine ont coûté 75 millions de francs CFA. Kandesila est allé voir pour l'actualité. Le centre de santé communautaire de Bokuéré dans le cercle de Massina qui vient d'être inauguré est le fruit d'un partenariat entre l'État à travers l'ANICT et les communautés de Bokuéré. L'infrastructure réalisée à environ 75 millions de francs CFA est composée d'un bloc qui sert de centre de santé, de logement pour le directeur technique, de blocs de latrines et autres salles de garde. Un CESCOM à Bokuéré aujourd'hui n'est pas de trop parce que Bokuéré d'abord c'est le deuxième gros village du secteur de Massina et c'est le chef-lieu de commune de la commune de Bokuéré. Donc depuis très longtemps nous sommes sur ce processus et imaginez un peu que dans le chef-lieu de commune il n'y a pas un CESCOM. Le CESCOM a été construit depuis 2008. Dans le village de Bokuéré nous comptons plus de 1000 âmes et jusqu'à présent il n'y avait pas de service de soins digne de ce nom. Pour le préfet de Massina qui a salué
salué l'effort non négligeable des ressortissants de Bokouéré dans la réalisation de l'infrastructure. Il en appelle à une meilleure fréquentation du centre. Le CESCOM que nous inaugurons ce matin a une particularité. C'est la première fois qu'une association de santé communautaire d'une aire de santé du cercle a recruté sur budget propre un médecin généraliste pour animer le CESCOM. Cela est à l'actif de la population de Bokouéré. Je voudrais lancer un appel vibrant et solennel aux populations de ces 3 villages pour une fréquentation assidue et régulière du centre de santé. Cette cérémonie d'inauguration a été une occasion de réjouissance, mais aussi de bénédiction. Bénédiction afin que ce centre soit un outil d'amélioration de la santé des communautés. Direction Sikasso avec la passation de témoins entre le commandant sortant du 82e régiment mixte de Bougouni, Mamadou Traoré, et le nouvel entrant, le commandant Lassine Keita. C'était ce jeudi au camp Thiéba Traoré de Sikasso, la 8e région militaire du Mali. Cette cérémonie de passation de service qui était présidée par le chef de l'exécutif de la 3e région en présence des autorités militaires a été marquée par une revue des troupes suivie d'un défilé des unités du 82e régiment mixte de Bougouni. Et c'était au son de la fanfare. Voilà, passation de témoins entre le commandant sortant du 82e régiment mixte de Bougouni, Mamadou Traoré, et le nouvel entrant, le commandant Lassine Keita. Maintenant, le sport, football, éliminatoire CAN cadet. Les Aiglonnais du Mali, suite à leur réserve sur le Bénin, vont jouer demain dimanche le tour des éliminatoires. Donc, demain dimanche, le Mali reçoit ici à Bamako la Tunisie pour la phase aller. Les Aiglonnais sont motivés à faire le plein à domicile. C'est ce que nous dit notre reporter Aldou Matina qui est allé les voir à l'entraînement. L'espoir de se qualifier pour la CAN des cadets en 2015 au Niger renaît pour l'entraîneur Baïba et ses poulains. Pourtant éliminés au second tour sur le terrain par les écuries cadets, les Aiglonnais du Mali se sont qualifiés finalement suite à une réserve sur le Bénin. Revoilà donc une chance inouïe pour les nôtres qu'il faudra absolument saisir. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Pour espérer aller au Niger, il est important de tirer les leçons des rencontres précédentes afin de venir à bout de la Tunisie, qui est un tout autre calibre. Beaucoup d'enseignements parce que nous nous voyons faire le beau jeu et sans marquer des buts. Mais on a essayé de corriger tout ça. On a eu des séquences de travail, des exercices de finition pour au moins sans marquer des buts ici à Bamako parce qu'on a fait 3 rencontres contre le Bénin. On domine les 3 rencontres mais on ne marque pas des buts. En manque criard d'efficacité lors du tour passé, les Aiglonnais se doivent de sonner la révolte ce dimanche à domicile. Dans la semaine, on a beaucoup travaillé devant les buts. On va faire coûte que coûte pour marquer, Inch'Allah. C'est très important pour nous tous parce que, vu la situation, on ne devait pas nous arrêter ici, quoi. On va nous sacrifier pour aller à la phase finale, Inch'Allah. On s'entraîne bien. On ne va pas se faire de pression avec les consignes des coachs et tous nos entraîneurs. On va prendre le match, Inch'Allah, le dimanche. On va corriger nos lacunes. Cette chance, on va pas l'avoir 2 fois, je sais. Pour cette fois-ci, on va essayer de saisir cette chance. Il reste maintenant aux acteurs de matérialiser les multiples séquences offensives exécutées aux entraînements pour sauter les verrous tunisiens. Et puis, notre compatriote Aman Niang a été élu premier vice-président FIBA Monde. Cette élection a eu lieu ce matin à Madrid, en marge du championnat du monde masculin qui se déroule en Espagne. Pour le ministre des Sports, cette élection au sein du bureau de l'instance suprême du basket mondial est non seulement une fierté pour le mouvement sportif national, mais aussi un honneur pour le Mali. À cette occasion, le ministre des Sports, au nom du président de la République, du gouvernement et du mouvement sportif national, lui adresse ses chaleureuses félicitations et souhaite plein succès à Aman Niang. Rappelons que Aman Niang est depuis le 1er août 2014 président de FIBA Afrique. Et puis cette annonce, la zone office du Niger a désormais son pôle de centralisation à Koulambaouare. C'est dans le cercle de Nyono. À quoi ça sert ce pôle? Quel peut être son impact sur le développement agricole d'un pays comme le Mali? Quelques éléments de réponse dans le magazine que nous vous proposons en langue nationale. Bamanan, ce sera juste après ce journal. C'est une réalisation de Dougou Fana Traoré
de la station régionale de Ségou. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ce journal s'achève demain 13h. Nyanya Alou Traoré, 20h, Amara Maël Diallo. Mais avant, à midi, vous avez Actu Hebdo, nos invités, Maître Seydou Sidiki Koulibaly, bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Mali, et le professeur Anselme Konaté. Et voilà, le premier viendra parler des travaux de campus international 2014 dont les travaux sont achevés cet après-midi au CICB. Quant au professeur Anselme Konaté, il viendra nous entretenir sur la journée mondiale contre l'hépatite virale, donc une gangrène qui mine la jeunesse malienne. On annonce un taux de prévalence de 54,6% chez ce groupe possible. Donc n'oubliez pas, Actu Hebdo, canal 12-13. Merci pour votre aimable attention. Excellent week-end.